Où va le Sénégal, ou du moins où va l'opposition sénégalaise? Depuis quelques jours, un feuilleton passionne l'opinion publique, c'est l'arrestation de Bah Diakhaté, un activiste pro-Macky Sall, interpellé après des propos absolument orduriers sur Ousmane Sonko et placé sous mandat de dépôt. Dans le même temps, Macky Sall, l'ancien président, semble vouloir à la fois prendre de la distance avec son parti, sa coalition et même son pays, puisqu'il vit désormais au Maroc et travaille dans, on va dire plus ou moins pour l'État français, et il veut quand même rester le maître, le chef maître à bord de son appareil politique. Alors, Félix, que retenir de cette passe d'armes et finalement du premier prisonnier, entre guillemets, avec des gros guillemets politiques du Sénégal? Du Sénégal post-alternance. Oui, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que le procureur qui a décidé de s'auto-saisir dans cette affaire est le même qui avait arrêté Ousmane Sonko il y a quelques mois de cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de remplacement au niveau des hauts magistrats au niveau du Sénégal. La personne qui a été arrêtée, c'est une personne au langage grossier, ordurier, qui ne représente aucune menace politique. C'est Alors, par pour être un peu opportunisme clair aujourd'hui. et sans trop se salir la bouche, en gros, c'est quelqu'un qui a profité, entre guillemets, de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal pour expliquer que le Premier ministre Sonko et un certain nombre de personnalités dont il dresse les noms, dont il cite les noms, seraient homosexuels. Et voilà, il fait une sorte de listing à la fois grotesque et inquiétant. Et bon, c'est à la suite de cela qu'il a été arrêté. On continue. Oui, absolument. C'est à cause de ça que le procureur a décidé de s'auto-servir. Mais ce n'est pas la première fois qu'il dit de telles choses, ce monsieur. Pendant longtemps, le procureur qui aujourd'hui l'a arrêté l'a laissé faire. Bon, certes, ces vidéos, quand il le faisait au temps où Macky Sall était au pouvoir, parce qu'il faut savoir que tout cela, ce sont les résidus de ce que la manière dont Macky Sall a gouverné le Sénégal. C'est lui qui suscitait ce genre d'individus sur les réseaux sociaux, qui réduisait le débat politique à de l'injure vis-à-vis d'Ousmane Sonko et vis-à-vis de tous les opposants. Ce qu'il dit, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être en prison, il a dit dans le passé, et cela à plusieurs reprises, et le même procureur en question n'a jamais levé le plus petit doigt. C'est pour dire que ce que ce procureur est en train de faire aujourd'hui, c'est de tenter de plaire au pouvoir. Tant bien même qu'il vrai, ce qui est vrai, ce qui est constant, c'est que ce que ce monsieur dit vaut injure publique et ça vaut qu'il soit jugé si des personnes portent plainte contre lui. Ça, c'est absolument certain. Quant à ce qui concerne l'opposition sénégalaise en elle-même, Macky Sall, il fait semblant de s'occuper de la politique intérieure sénégalaise, mais il a tourné la page parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas revenir au pouvoir et que ça n'est fini pour lui politiquement. Amadou Ba, qui a été son candidat à l'élection présidentielle et qui s'est retrouvé avec 34%, ne va pas incarner l'opposition, à mon sens. Amadou Ba, il a été socialiste quand les socialistes étaient au pouvoir. Il a été libéral wadiste quand Wade était au pouvoir. Il a été Benno Bokk Yakaar quand Macky Sall était au pouvoir. Donc aujourd'hui que Pastef est au pouvoir, il trouvera toujours le moyen de tisser des liens avec les gens de Pastef, d'autant plus qu'il a été le mentor professionnel d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, puisqu'ils sont tous des inspecteurs des impôts et domaines. Et quand ils commençaient leur carrière administrative, ils ont travaillé, ils ont fait leur stage un peu sous son autorité. Donc, aujourd'hui, l'opposition de Benno Bokk Yakaar est dans l'impasse, non seulement en ce sens que ils n'ont même pas fait le bilan de leurs 12 années de pouvoir. Il n'y a même pas de congrès de programmé. Il n'y a aucune autocritique qui est faite. Et tout ce aujourd'hui, tout ce qui les agit, ce qui fait qu'ils s'agitent, c'est que le pouvoir a décidé de publier un certain nombre de rapports faits par les corps de contrôle, notamment la Cour des comptes, l'inspection générale d'État, etc.,
Et dans ces rapports, il y a des gros pontes de l'ancien parti au pouvoir qui sont épinglés et qui risquent à un moment ou à un autre de se retrouver devant les tribunaux. C'est ça qui leur fait le plus peur. Donc, l'activiste en question n'est qu'un prétexte pour trouver un moyen de ruer dans les brancards, d'essayer de déstabiliser l'exécutif. Et pour finir, 2 mots sur la coalition Benno Bokk Yakaar. Pendant 12 ans, ce qui les a réunis, c'était le partage du gâteau. Le partage du gâteau. Aujourd'hui, le gâteau, ils l'ont plus. Ils n'ont plus, si on veut parler de manière un peu populaire, ils n'ont plus ce gâteau-là. Et donc, l'AFP, c'est-à-dire le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, est un parti moribond. Les partis de gauche qui soutenaient Macky Sall, qui ont soutenu Macky Sall pendant 12 ans, sont des coquilles vides. Le Parti socialiste, qui l'a soutenu également, est dirigé par quelqu'un qui n'a plus la pleine capacité de ses moyens, et c'est un parti qui n'a pas réuni ses instances depuis des années. Donc, l'opposition au pouvoir actuel, c'est une opposition qui va se former au fil du temps, mais ce n'est pas avec Benno Bokk Yakaar. Ça, j'en suis persuadé. Alors Félix, est-ce qu'on peut pas dire quand même d'une certaine manière que le camp Faye Sonko est pris à son piège, parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils sont quand même saisis des questions d'identité de genre pour ruer dans les brancards, et voilà que dès lors qu'ils reçoivent leurs camarades idéologiques et qu'ils admettent que finalement il y a une universalité dans ce domaine des identités de genre, ben en fait des gens les poussent, comment dire, les gens utilisent des arguments, disons, rétrogrades et quasiment fascistes contre eux. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une leçon? Est-ce qu'il ne faut pas éviter de politiser l'intime de manière aussi dégradée et électoraliste? Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, leur discours, il a paru offensif sur cette thématique, notamment quand il s'agit de de faire des reproches au gouvernement de Macky Sall, qui s'apprêterait, disait-il à l'époque, à introduire dans l'enseignement un certain nombre de théories qu'il présentait comme étant des théories qui sont de nature à pervertir un peu les mœurs, pervertir la jeunesse, etc. C'est vrai qu'on peut considérer que c'est un retour de bâton de ce point de vue, mais ce n'est pas, leur critique n'a jamais été totalement dans ce sens, parce que si je me rappelle bien, Ousmane Sonko, il n'avait pas accepté de signer la proposition de loi qui visait à criminaliser l'homosexualité, par exemple. Parce qu'il avait dit à l'époque que c'était de nature à créer de l'insécurité judiciaire. Alors, il me semble que c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Et donc, c'est une... mais ne nous trompons pas d'angle dessus. Le fond du problème, ce n'est pas ça. Ce qui fait bouger aujourd'hui... C'est un moyen utilisé. C'est un moyen utilisé pour essayer de cacher les véritables enjeux. Et le véritable enjeu en la matière aujourd'hui, c'est le fait que y a les rapports qui sont sur la table, et que bientôt on cherchera à juger les personnes qui se sont rendues coupables de détournement de fonds. Et il y a eu beaucoup de scandales durant la présidence Macky Sall. Alors, Bernard Oudin, malheur aux vaincus, ou alors les vaincus ont des moyens de se débattre qui peuvent finalement ne déboucher sur rien de politiquement sain? Quand on voit au Sénégal l'élection de Bassirou, avec au premier tour, s'il y a une opposition à venir au Sénégal, celui qui va faire l'opposition, c'est lui-même, puisqu'il a une majorité de la population qui, du premier coup, l'a élu. Il a un programme, ça fait des années qu'il demande l'application d'une partie du programme ou de tout le programme. Il est là pour l'appliquer. S'il l'applique et que ça plaît au peuple, il aura une faible opposition.
Moi, je prends l'exemple de Gbagbo en 2000 en Côte d'Ivoire. Il est élu avec 59% contre le général Gueye. On sort d'une période de transition militaire difficile. Gbagbo a fait de l'exil, de la prison, etc. Il devient président de la République. Il a une assemblée qui n'est pas complètement à sa botte. Il n'a pas la majorité absolue. Il n'a pas la majorité absolue, mais avant même que cette assemblée soit élue, il crée un premier gouvernement. Il met un de ses hommes à la direction du gouvernement, qui était Afin Guessan à l'époque. Mais le ministre phare des infrastructures, c'est déjà Patrick Hachi, membre éminent du PDCI, ancien conseiller de Gueye. Tout cela, ce retour en Côte d'Ivoire, c'est pour dire quoi sur le Sénégal? C'est pour dire la même chose. Mais parce que Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il a très bien, en étant opposant une grande partie de sa vie, il devient président, mais il comprend tout de suite qu'il faut faire la politique du pays en fonction non pas simplement de ses idées à lui, mais d'associer le pays. Donc, en gros, ce sont les échecs de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko sur ce qu'ils ont promis qui peut créer une opposition et non le revanchisme des autres. Parce que, comme l'a très bien expliqué Félix, l'opposition sénégalaise aujourd'hui, après toute cette période Senghor, Abdou Diouf, Wade, Macky, qui était une continuité, au-delà des étiquettes politiques, c'était une continuité d'une certaine forme de pouvoir. Ils arrivent, ils font une rupture. Si, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils reviennent dans la méthodologie des anciens, ils vont créer automatiquement une opposition. Et donc cette opposition ne pourra sortir que de leur rang, d'une certaine manière, ou bien du rang de leur... de régénérer chez les opposants actuels qui sont au tapis, de recréer une opposition avec des gens qui n'ont pas voté pour eux. Et qui diront, de toute façon, c'est pour faire pareil que nous, on pouvait le faire aussi. On peut essayer de le faire aussi, etc. Et on va retrouver un cycle infernal. Donc, il faut que les gens qui prennent le pouvoir dans ces pays-là, comme ailleurs, appliquent les politiques pour lesquelles ils ont été élus. Fabrice, est-ce qu'ils ont la marge de manœuvre, finalement, les opposants sénégalais? Est-ce que, quelque part, Macky Sall ne rendrait pas justice, service, en tout cas à l'opposition, en se retirant pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger? La preuve qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, c'est que, et je suis d'accord sur ce constat avec Félix, c'est que cette histoire, c'est de la poudre aux yeux. L'opposition est en train de s'engouffrer comme ça dans une brèche pour éviter de parler des véritables problèmes, c'est-à-dire le bilan de la période Macky Sall, le bilan en termes de détournement de fonds publics. Je redis que il y a eu des dizaines de dossiers qui ont été transmis, comme l'a dit Félix, par la Cour des comptes et par l'Office anticorruption à la justice, à l'époque sous Macky Sall, qui a décidé de placer tout cela sous sa responsabilité, donc d'étouffer un petit peu l'affaire ou du moins de la retarder. Aujourd'hui, il faut rendre des comptes, parce qu'on parle de plusieurs milliards de fonds, oui, de fonds publics qui ont été détournés. On parle d'achat d'appartements sur la côte de Dakar dont on ne peut franchement établir la traçabilité. Il faut que la justice soit faite sur comment les fonds publics ont été gérés sous Macky Sall. Et l'opposition doit d'abord faire le bilan de cette période avant aujourd'hui de venir attaquer sur des choses qu'on sait superficielles, parce que évidemment c'est le procureur qui s'est auto-saisi de cette affaire, c'est pas Ousmane Sonko qui a décidé de poursuivre cette personne devant la justice. Donc en fait on agite cette histoire de mœurs pour ne pas parler des vrais problèmes, parce que les vrais problèmes mettraient dans l'embarras l'opposition sénégalaise aujourd'hui. Alors Jean-François Kandji Combé, est-ce que quelque part il n'y a pas beaucoup à attendre de ce qui va se passer là-bas en termes justement de lutte contre l'impunité économique, puisque l'impunité politique a été réglée par une loi d'amnistie une fois de plus? Oui, bien sûr, il y a la part que la justice a à prendre dans la restauration d'une gouvernance acceptable et acceptée par les Sénégalais. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait, d'abord, vous avez commencé par parler, en mettant de gros guillemets, d'un prisonnier politique. Je crois qu'il faut rétablir les choses. C'est un prisonnier de droit commun, accusé d'infraction de droit commun, c'est-à-dire d'injure publique et de diffamation, pour avoir tenté injurier, en tout cas prétendument injurier, un homme politique. Et ceci, on est sur le fil du rasoir, en quelque sorte, parce que
ça peut être considéré comme un crime politique dans un certain nombre de pays, mais il faut ramener les choses à leur juste mesure. Le problème, Et nos sociétés le propos n'est pas aujourd'hui... politique. Le propos, il est... voilà. Oui. Le propos n'est précisément pas politique, mais il est symptomatique d'un état de nos sociétés, de leur rapport de nos sociétés avec le politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat possible. En tout cas, il est rare qu'on puisse avoir un vrai débat politique et démocratique, parce que cela passe immédiatement aux injures. On n'échange plus des arguments, on n'échange plus des convictions, on échange des insultes. Et ceci, malheureusement, le juge se trouve celui qui va avoir à réguler cela. Et dans la société sénégalaise, je crois que la société sénégalaise, de ce point de vue-là, a un défi à relever. Le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko a un défi à relever, parce que les gens seront prêts à les accuser d'avoir mobilisé la justice contre l'opposition, comme on a mobilisé la justice contre eux hier. Mais pour revenir au fond de l'affaire, aujourd'hui, comme ça a été rappelé tout à l'heure, le vrai enjeu de justice, c'est de pouvoir criminaliser les crimes économiques énormes, la dilapidation des fonds publics, les mauvais choix, les détournements qui ont été commis dans ce pays. Il se trouve que le Sénégal a, je dirais, un train d'avance par rapport à d'autres pays africains, parce que le Sénégal disposait d'une institution, on dispose toujours, c'est l'OFNAC qui a été rappelé tout à l'heure, l'Office contre la corruption. J'ai eu l'avantage de visiter l'OFNAC il y a quelques années et de discuter avec ses responsables, et c'est une institution qui avait été musclée, avait fini par être musclée par le président Macky Sall, mais qui a continué son travail. Et aujourd'hui, tous les rapports annuels de l'OFNAC qui identifient les situations de corruption, ou en tout cas de corruption au moins présumée, de détournement présumé, tous ces rapports sont ressortis. Et il appartiendra aujourd'hui aux institutions judiciaires de pouvoir les traiter. Et sans que l'on puisse verser dans le reproche qui sera aisé. Comme l'a rappelé tout à l'heure, l'opposition est extrêmement faible aujourd'hui, et l'opposition se sert de ces leviers-là, en tout cas la vieille garde de l'opposition se sert de cela pour pouvoir essayer de réexister dans un contexte politique. Et je suis un observateur très éloigné du Sénégal, mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'opposition qui est dans l'impasse totale, parce qu'il y a assez curieusement, avec ces nouvelles élections, la montée dans l'opposition d'une jeune garde. Dans le parti de Macky Sall, il faut observer, il y a des jeunes qui ont quitté avant la fin de Macky Sall. Au moment où il a eu cette envie d'aller au 3e mandat, il y a eu un certain nombre de membres de son parti qui sont partis, notamment des jeunes, et qui ont créé des mouvements. Et qui sont aujourd'hui, je dirais, à la fois proches du pouvoir de par l'idéologie et de par la ligne directrice, mais qui se retrouvent dans l'opposition. Et je pense que dans les années à venir, c'est cet enjeu-là d'une jeunesse qui se construit, et qui se construit aussi dans l'opposition, un passage de témoins en quelque sorte et de génération. Je pense que c'est un phénomène que je trouve extrêmement intéressant, pas seulement pour le Sénégal, mais aussi pour le reste de l'Afrique, et que j'observe avec beaucoup d'attention. Et pour ce qui est de l'affaire que vous avez évoquée tout à l'heure, j'espère que c'est le procureur qui a agi pour l'instant, mais ce n'est pas le procureur qui décide de condamner, n'est-ce pas? Et la justice sénégalaise, moi, j'ai eu un temps de doute, mais j'ai fini par faire confiance aux juges sénégalais. J'étais sur votre plateau lorsqu'on avait évoqué le cas de la Cour constitutionnelle. C'était la même Cour constitutionnelle qui était décriée comme étant alignée sur le pouvoir de Macky Sall, et c'est la même Cour constitutionnelle qui a permis le rétablissement de la démocratie dans ce pays. Je pense que c'est une démocratie, l'une des démocraties, voire la démocratie la plus, je dirais, la plus adulte de notre continent et la plus responsable de notre continent. Je pense que les institutions joueront leur rôle. Mais dernier mot pour Fabrice. J'allais juste dire que ce que vient de dire le professeur Akandi Kombé démontre quand même à suffisance que le Sénégal est tout à fait une démocratie qui déborde de vitalité. Et l'OFNAC, dont on a parlé, l'Office national anticorruption,
prouve cela parce qu'on a vu des institutions ailleurs dans d'autres pays. Je vais citer par exemple la CONAC au Cameroun qui en fait est un organe, d'un outil aux mains du pouvoir en place pour pouvoir éliminer ceux qui lui sont défavorables. Donc la lutte anticorruption n'est plus aussi louable dans ces pays-là que peut l'être ce qui se passe au Sénégal. Donc ça, c'est à saluer.